Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, un module gonflable sur l'ISS, les traces de la météorite qui a peut-être exterminé les dinosaures, un microscope microscopique et des poissons confrontés aux particules de plastique. La Station spatiale internationale vient de se doter d'une nouvelle pièce, une pièce de 16 mètres cubes un peu spéciale à vrai dire puisqu'il s'agit d'un module gonflable. Mesurant 4 mètres de long pour 3,23 mètres de diamètre, ce module d'1,4 tonnes, baptisé BEAM, a été conçu par Bigelow Aerospace pour le compte de la NASA afin d'étudier la viabilité des constructions gonflables dans l'espace. Elles ont l'avantage d'être à la fois spacieuses et légères et pourraient équiper les futures missions habitées à destination de la Lune ou de Mars. Jeudi 26 mai, une première tentative de gonflage a été lancée, mais elle s'est soldée par un échec. L'air insufflé n'a pas permis de déployer le module, vraisemblablement parce que la structure de Kevlar était restée repliée trop longtemps. Cependant, samedi 28 mai, après 3/4 d'heure de gonflage, le module a pu se déployer comme prévu. Ce test va permettre de déterminer si un tel abri peut offrir une protection contre les radiations solaires et cosmiques, mais aussi contre les micrométéorites et autres débris spatiaux. Afin d'évaluer l'état du module, les astronautes actuellement en orbite devraient en principe entrer dans le module plusieurs fois par an pendant la période de 2 ans prévue pour cette expérience. Il y a 66 millions d'années, la chute d'une météorite d'environ 10 km de diamètre a vraisemblablement précipité la fin des dinosaures. Mais que reste-t-il de cet impact? Des études gravimétriques laissent supposer que le cratère, large de près de 200 km, se situe dans le golfe du Mexique, au large du Yucatan, à plus de 1000 mètres sous le plancher océanique. Or, pour la première fois, une équipe internationale de scientifiques s'est lancée dans la recherche de traces directes de l'impact. Non pas la météorite elle-même, qui a de toute évidence été pulvérisée, mais le cratère qu'elle a engendré. En forant jusqu'à 1500 mètres, ils espèrent ainsi pouvoir atteindre son anneau central. Les efforts ont peut-être porté leurs fruits. Alors que la mission touche à sa fin, les membres de l'équipe estiment avoir réussi. Le forage a pu atteindre la profondeur de 1300 mètres, un peu moins que prévu, mais suffisante a priori pour contenir des échantillons du sommet du cratère. Pour en avoir confirmation, les carottes réfrigérées et protégées dans leur gaine métallique vont être envoyées en Allemagne pour analyse. Si la découverte du cratère se confirme, les chercheurs devraient pouvoir estimer plus précisément l'ampleur de l'impact et comprendre ses conséquences sur l'environnement. Avec la miniaturisation des appareils électroniques, certains dispositifs atteignent leurs limites physiques. C'est notamment le cas des lentilles des appareils photo présents dans nos téléphones, des lentilles que l'on retrouve également au cœur des microscopes. Pour des raisons optiques, diminuer leur taille conduirait à une dégradation des images liées à des problèmes de diffraction. Mais grâce aux nanotechnologies, des chercheurs des universités d'Harvard aux États-Unis et de Waterloo au Canada proposent une solution originale. Leur lentille, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas constituée de verre minéral ou organique, mais d'un métamatériau à base d'oxyde de titane dont la surface nanométrique lui confère des propriétés optiques étonnantes. Grâce à sa forme, une lentille classique concentre les rayons lumineux en un point. Grâce au motif présent à sa surface, le métamatériau parvient lui aussi à concentrer le faisceau de lumière. Cette métalentille offre ainsi plusieurs avantages. Elle permet de dépasser les problèmes de diffraction. Malgré ses 2 mm de diamètre, elle offre les performances d'une lentille classique de 5 à 6 cm, sans compter sa finesse qui intéressera sans nul doute les fabricants de téléphones. Reste un point à résoudre. Le dispositif fonctionne pour l'instant avec une longueur d'onde donnée. Pour obtenir une image couleur, il va maintenant falloir réussir à concentrer tous les rayons lumineux vers un seul point. Comme l'ont montré plusieurs missions océanographiques, la présence de plastique dans l'ensemble des mers du globe prend des proportions inquiétantes. Le problème vient notamment des microparticules de moins de 5 mm issues de la composition de déchets plus grands. Paradoxalement, leur impact sur les espèces animales reste mal connu. Et à l'université d'Uppsala, en Suède, des biologistes ont voulu étudier les conséquences de cette pollution sur des perches de mer, une espèce présente dans la Baltique. En aquarium, ils ont confronté des œufs et des larves à des particules de polystyrène et leur conclusion est que les microplastiques viennent perturber le cycle de ces poissons à tous les stades de leur développement. Premier constat, une baisse des éclosions allant jusqu'à 15%. Les microparticules affectent ensuite la croissance des larves. Ces dernières sont généralement plus petites et moins actives. Plus inquiétant, elles se ruent sur les particules de plastique et dédaignent leur nourriture habituelle. Pire, elles perdent la capacité à détecter l'odeur de leurs prédateurs.
En présence d'un brochet, elles se font dévorer 4 fois plus vite que les larves témoins. Cette étude inédite montre ainsi qu'en agissant à la fois physiquement et chimiquement sur le cycle des poissons, les microparticules de plastique sont à même de perturber l'ensemble de la chaîne alimentaire. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.